Imaginez. Imaginez que vous rêvez d'un monde où la vie est totalement différente de la nôtre. Ce monde vous obsède, vous y pensez jour comme nuit. Cependant, vos amis, vos voisins vous somment d'arrêter d'y penser, car il s'agit d'une utopie et que les utopies ne se réalisent pas. En plus, les défenseurs du statu quo sont beaucoup trop puissants pour vous laisser le mettre en place. Mais vous, c'est votre truc. C'est ce qui vous fait vibrer tous les jours, du matin au soir. Dans ce cas, vous avez tout intérêt à vous inspirer du talent d'un homme qui suscite beaucoup d'espoir. Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Plongeons-nous dans l'histoire de cet homme qui a bouleversé nos vies, car il y a un enseignement à retenir pour vous les développeurs. Été 2008. Le monde fait face à l'un des plus grands cracks de l'histoire, la crise de subprime. Elle se manifeste par la chute des investissements, la baisse de la consommation, ainsi que par la méfiance de banques à se prêter entre elles, ainsi qu'à financer l'économie. En d'autres termes, le système économique mondial est bloqué. Cette crise est amorcée par les États-Unis. Même si son origine est multifactorielle, l'une d'entre elles est la multiplication de crédits immobiliers à destination de personnes qui sont dans l'incapacité de rembourser. La situation est catastrophique, car le phénomène contamine peu à peu le monde entier. Ces produits dont s'est débarrassée la banque est allé dans d'autres banques, a contaminé le bilan de ces banques, donc ces banques elles-mêmes ont des liens avec d'autres banques, et donc tout le système a été contaminé. C'est comme un cancer. Cette crise met en lumière la fragilité de notre modèle du fait de l'interconnexion des différentes économies. Le moindre grain de sable peut enrayer la mécanique. Et pour comprendre comment fonctionne notre économie, jetons un coup d'œil à notre système bancaire. Ce dernier fonctionne à l'aide d'un jeu d'écriture qui permet aux banques de prêter de l'argent qu'elles ne possèdent pas tout en récoltant des intérêts. Et l'une des contreparties est de garantir la présence d'une quantité minimale de dépôts. Cette réserve permet entre autres de subvenir au potentiel retrait d'argent des clients. Cette mécanique est appelée système fractionnaire. Comme une banque ne possède pas en dépôt la quantité d'argent qu'elle prête, si un jour tous les clients viennent réclamer leurs économies, qu'arrive-t-il? Eh bien, la banque fait faillite, on appelle ça un bank run. En dépit de cette faille, le système fractionnaire comporte ses adeptes, parmi lesquels on peut citer Pascal Salin, un ponte de la théorie monétaire, qui dit, je cite, « Peut-être peut-on considérer que le risque de bank run est le coût inévitable, voire acceptable, afin de disposer d'un système monétaire qui fonctionne de manière plus satisfaisante que les précédents. » Attendez un instant. Cela signifie que non seulement le risque est connu, mais en plus il est assumé. Cet aléa serait un peu le prix à payer. C'est un élément essentiel à retenir, car on va y revenir. Quoi qu'il en soit, l'heure est grave. Si rien n'est entrepris, l'économie mondiale risque de s'effondrer, emportant avec lui les dépôts des épargnants. Que faire? Eh bien, pour y remédier, les politiques du monde entier se réunissent et prennent des mesures fortes, à savoir le sauvetage d'acteurs financiers et industriels clés, l'augmentation de la régulation financière et la mise en place de politiques monétaires, à savoir la planche à billets. Ce dernier point est extrêmement important à garder en tête car il permet de comprendre la suite des événements. En effet, la création monétaire est aussi clivante que le système fractionnaire. Elle a ses adorateurs mais aussi ses combattants qui ne comptent pas en rester là. Lorsque l'on parle de politique monétaire ou de faire tourner la planche à billets, cela signifie que des banques centrales vont imprimer des billets à destination de banques commerciales. Attendez un instant. Si un État a la possibilité de créer de l'argent par le biais de sa banque centrale, pourquoi perdre son temps à travailler ou même à payer des impôts? Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions et que les réponses sont évidentes pour vous. Pourtant, c'est bien ce type de questions que les adversaires du système fractionnaire se posent. Tapis dans l'ombre, à l'abri des regards, ces contestataires se mobilisent pour fomenter une funeste offensive. Le
désastre que cause la crise de 2008 accentue la radicalité idéologique des opposants au modèle économique de l'époque. Parmi ces opposants, on compte les cypherpunks. Our dream was to enable the future of human freedom. In the early 1990s, a group of mathematicians, misfits, hackers, and hobbyists came together around a shared belief that the internet would either demolish artificial walls or lay the groundwork for an Orwellian state. We can prevent the ministry of truth. Le terme est formé d'une contraction du mot cipher, qui signifie chiffrement en anglais, et du mot punk, la culture punk. Ce sont des personnes qui mettent la liberté personnelle au-dessus de tout. D'ailleurs, Eric Hughes, un adepte du mouvement, avait rédigé un manifeste dans les années 90 qui résume l'ensemble de leur engagement. On compte 3 éléments fondamentaux: la protection de la vie privée, la liberté d'expression et la mise en place de systèmes de transactions électroniques anonymes et cryptés. En résumé, ces personnes sont opposées à une société centralisée dans laquelle, par exemple, l'État oblige ses citoyens à payer des impôts, alors même que cet État peut créer de l'argent de manière illimitée et de façon discrétionnaire. Par ailleurs, ces individus notent les dangers qu'Internet apporte sur la vie privée des utilisateurs, tout en admettant que cet outil peut se révéler être une opportunité pour s'opposer de manière frontale au modèle économique. Le mouvement cypherpunk est essentiellement composé de développeurs spécialisés en cryptologie. Cette homogénéité sociologique se révèle être un handicap puisqu'elle les empêche de proposer un modèle économique viable. En réalité, cette objection subsiste jusqu'au 31 octobre 2008, une date qui restera gravée dans le marbre, car elle sonne le glas du monopole de l'État dans la création monétaire. Amorcé par l'entremise d'un disciple de la mouvance cypherpunk, beaucoup plus aguerri que ses compères, un individu met à exécution un plan qui résulte d'une réflexion qui a mis plusieurs années de gestation. Automne 2008. La crise bat son plein. Pendant que les politiques s'affairent à trouver un dénouement heureux pour sauver l'économie, un oliborus montre le bout de son nez, ou plutôt le bout de ses doigts. Cette personne s'est donné pour mission d'amorcer le rêve cypherpunk. Il s'agit d'un personnage mystérieux car personne ne sait de qui il s'agit. Notre individu pourrait être une femme ou un groupe de personnes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il se fait appeler Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est donc un informaticien spécialisé en cryptologie. Cypherpunk dans l'âme, la liberté, la protection de la vie privée, ainsi que la mise en place d'un système de transactions anonymes et cryptées sont sa priorité. Contrairement à ses acolytes, ses compétences ne se limitent pas qu'en informatique. Loin de là, il est aussi habile en système monétaire, et ce qui lui permet d'imaginer la mise en place d'un outil révolutionnaire. Satoshi Nakamoto imagine la création d'une monnaie totalement numérique et limitée. Cependant, 2 principaux défis s'opposent à son projet. Le problème de centralisation. Et oui, cette monnaie ne doit pas dépendre d'une banque centrale ou d'un État, puisqu'en général, c'est l'État ou les banques centrales qui décident de la création de la monnaie. Cette monnaie doit être limitée, car aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limite à la création monétaire. Il est tout à fait possible de créer une inflation par un surplus de billets. Le deuxième défi qui s'oppose au projet de Satoshi Nakamoto est le problème de la double dépense. En effet, dans la vie réelle, lorsque l'on dépense de l'argent, par exemple pour acheter du pain, l'argent que l'on sort de notre poche, que l'on donne au boulanger, se retrouve dans sa caisse. On ne le possède plus, il est impossible de le dépenser à nouveau. Alors qu'en informatique, avec une monnaie totalement numérique, il est facile de faire du copier-coller. Au vu des différents challenges à relever, le projet semble être dans l'impasse. Va-t-il réussir ? Fruit d'un travail solitaire et acharné, Satoshi Nakamoto sort la première version d'un outil qui permet d'effectuer des transactions à l'aide d'une monnaie totalement numérique, le Bitcoin. Jusqu'à présent, Satoshi Nakamoto travaille seul. Néanmoins, pour bénéficier du concours d'autres cypherpunks, il élabore un livre blanc qui décrit en 8 pages le fonctionnement du Bitcoin. Comme vous pouvez vous en douter, le système n'est pas centralisé. Lorsqu'une transaction a lieu, une copie du mouvement se loge dans toutes les machines qui utilisent le Bitcoin. Par conséquent, toutes les machines ont la possibilité, moyennant la résolution de calculs mathématiques fastidieux, de vérifier l'authenticité de la transaction. C'est le minage, une tâche rémunérée,
La transaction ou le bloc est historisé dans un document accessible à tous. Lorsqu'on crée une transaction, on crée un nouveau bloc dans la chaîne. D'où blockchain, et la quantité de bitcoin produite est limitée. La publication du livre blanc ne signifie pas que le projet est au point, et c'est pourquoi Satoshi Nakamoto accueille à ses côtés de nouveaux apôtres. Mais voilà, il est loin d'imaginer qu'en ouvrant son projet, il laisse entrer le ver dans la pomme. En 2009, Satoshi Nakamoto publie le premier outil fonctionnel permettant d'effectuer des transactions sans l'aide d'une banque centrale. Peu de temps après sa livraison, il confesse avoir débuté les développements 2 ans auparavant. En décembre 2010, il initie la première transaction en Bitcoin. Le bloc 0 est créé. Satoshi Nakamoto considère sa tâche accomplie. Et c'est pourquoi il transfère à différents membres de la communauté Bitcoin la gestion du projet. Et c'est dans ce cadre qu'un développeur américain, Gavin Andresen, prend en charge la gestion de configuration du code de l'application. À première vue, on pourrait se dire que l'utopie cypherpunk est en cours d'accomplissement. Ceci dit, il ne suffit pas de créer un outil pour que tout le monde s'en serve. De plus, l'utilisation d'une monnaie est basée sur la confiance. Est-ce que la population est prête à adopter une monnaie dont le fonctionnement semble destiné à une clique de factieux? Figurez-vous que malgré ce chaos ambiant, la situation semble tourner en faveur des belligérants. Contre toute prévision, le Bitcoin se démocratise peu à peu. Il bénéficie d'un contexte de crise où la confiance envers les banques s'est drastiquement érodée. En plus, il bénéficie d'ambassadeurs de renom, parmi lesquels on peut citer Julian Assange, qui s'en sert pour récolter des dons après avoir été blacklisté par des sociétés comme PayPal. Les trafiquants s'en servent aussi pour blanchir de l'argent. Cette ambiance fait flamber le cours, ce qui a pour conséquence d'attirer de plus en plus de personnes. Finalement, lorsqu'on réfléchit bien, le Bitcoin semble effectuer les mêmes effets que les monnaies conventionnelles. Spéculation, cupidité, enrichissement personnel. Bref, on est loin de l'utopie originelle cypherpunk. De plus, et contre toute attente, Gavin Andresen émet un tweet en juillet 2010 indiquant qu'il a tout bonnement effectué une présentation du projet à la CIA. Je rappelle qu'il s'agit de la personne qui est en charge de la gestion de configuration du code source de l'application. Ça part un peu dans tous les sens. Depuis le transfert de ses accès, Satoshi Nakamoto n'a pas donné signe de vie. Et on ne sait pas si sa disparition est liée au fait que le projet a commencé à lui échapper. Aujourd'hui, le Bitcoin est maintenu par des personnes du monde entier. Leur contribution reste cosmétique malgré tout, car la modification du protocole ne peut pas avoir lieu sans le consentement de tous les utilisateurs. En outre, plusieurs clones du Bitcoin font leur apparition, chacun apportant ses avantages et ses inconvénients. Et la plus grosse critique qui est opposée au Bitcoin est sa lenteur. Une lenteur qui garantit sa robustesse. Et du coup, le nouveau protocole effectue des concessions sur différentes caractéristiques. Au-delà de l'aspect technique, il y a plus important. Effectivement, l'idéologie cypherpunk peut ne pas plaire. Cependant, il y a une leçon à retenir de tout ça. Satoshi Nakamoto a su, avec le concours de la communauté, utiliser son savoir pour changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent des outils informatiques, comme le fait que les réseaux sociaux ne respectent pas la vie privée. Eh bien, chers développeurs, qu'attendez-vous? Allez-y, créez-en de nouveaux, inspirez-vous de Satoshi Nakamoto, vous pouvez le faire. Utilisez votre expertise, sculptez notre monde pour lui insuffler un visage plus humain.